Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne semaine. Alors on va faire un petit update au niveau des marchés US. Donc là actuellement je suis sur le S&P 500. Donc comme vous pouvez constater ici on est toujours donc dans le canal ici baissier qui accumule pas mal de mauvaises nouvelles, hein. Donc là c'est on price pas mal de nouvelles. Aujourd'hui, on a un petit rebond sur ce support-là, un rebond qui est potentiellement un rachat de short, hein, parce que pour l'instant, il n'y a pas forcément de gros volume, hein, on peut le constater. Donc ça peut être juste un rachat de short. Donc pour confirmation, il faudrait vraiment qu'on recasse ce canal ici baissier, qu'on repasse au-dessus, qu'on ait du volume plus intéressant aussi sur cette cassure-là. Parce que là, pour l'instant, on est toujours vraiment statu quo, en quelque sorte. Donc là, c'est plus difficile, effectivement, cette période-là de, comment dire, de passer des transactions. Alors, il y a ceux qui cherchent le bottom exact, il y a ceux qui ont peur de rentrer en position. Enfin bref, chacun sa façon de faire. Personnellement, comme je disais dans mes anciennes vidéos, moi j'ai déjà un positionnement, sauf que je fais plusieurs ratios, hein. Donc là, actuellement, j'ai fait ma première entrée, mais je garde du cash au cas où ça baisse encore, puisque on est quand même aussi en fin de cycle économique, ce qui fait que des catalyseurs comme ça peuvent avoir plus d'impact qu'en début de cycle économique. Donc pour l'instant, on reste quand même assez vigilant. Alors comme je dis là actuellement, comme j'expliquais aussi dans mes anciennes vidéos, on est sur la pente ici au niveau du leading indicator, donc un indicateur avancé. Hop, ici, non, c'est ici, pardon. Donc, vous voyez, Real GDP et le Leading Economic Indicator. Donc là, on peut constater, vous voyez ici, qu'on est sur la pente descendante, donc ralentissement de la croissance. Donc là, on n'a pas eu d'update. Aujourd'hui, on est quand même au mois de mars. Ça date de janvier. Bon, je ne pense pas qu'il y ait eu un gros mouvement jusqu'à zéro entre janvier et comment dire mars, mais bon, sait-on jamais. Ce qui serait bien, c'est que c'est de le mettre à jour, mais généralement, c'est plus risqué quand on s'approche de la ligne de zéro ici pour rentrer en récession, hein. Comme vous pouvez voyez, les zones un peu plus bleu-gris, bon, bleu très 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 clair, hein, on peut les voir ici, donc en vertical, hein. Donc voilà, donc généralement on se rapproche de la ligne de zéro pour justement rentrer dans une récession. Mais là, comme on le sait, on a eu quand même une hausse assez brutale au niveau du pétrole. Donc ça joue pas forcément en notre faveur, hein. Donc là, on a eu le test ici à peu près de 2008. Donc en fait, c'est pas forcément la hausse qui est problématique, c'est plus la rapidité de la hausse, hein. Donc bien évidemment, lorsqu'il y a des problèmes euh, géopolitiques, c'est positif pour le pétrole, hein, puisque ça engendre donc ça affecte pardon, l'offre, donc il y a un choc entre l'offre et la demande, donc il y a une hausse brutale au niveau des prix. Donc justement, je voulais montrer dans le passé, on peut voir que justement quand on a une variation du Brent assez brutale, assez agressive, que ça passe au-dessus de cette barre ici des 50, donc lorsque le Brent est au-dessus de 104 dollars. Donc là, je pense que même la ligne ici, ici de la variation pardon, est quand même beaucoup plus élevée. Mais ça provoque généralement, vous voyez ici la ligne verticale grisée, ça provoque généralement des récessions. Donc là, on peut le constater, là aussi, là aussi, là aussi, là aussi. Enfin, on va dire c'est un catalyseur de plus. Donc là, ça n'arrive pas forcément de suite, hein, la récession. Et d'ailleurs, généralement, le marché price les bottoms avant la récession en elle-même. Mais on peut constater que ça peut provoquer plus de fragilité au niveau du cycle économique. Donc là, comme on disait, on est sur la pente descendante. On n'est pas forcément encore sur la ligne de zéro forcément, mais quand même, il y a comme on peut le voir justement sur ce graphique ici, il y a quand même des risques par rapport à ça. Alors comme je disais aussi, hein, je ne m'attends pas à des performances de fou sur le S&P 500 pour les prochaines années, hein. Déjà aussi par rapport aussi à la baisse de croissance là actuellement, mais aussi lorsqu'on compare, alors je vais vous montrer ça, hop, compare justement les actions, donc le marché equity des indices par rapport au marché des matières premières des commodités, pardon, donc qui rassemble les matières premières, les métaux, enfin l'énergie et tout. Donc là, vous pouvez voir que c'est cyclique, hein. On a des pics où les commodités sont vraiment overpricées par rapport au marché equity et des planchers
où le marché equity est vachement surévalué par rapport aux commodités. Donc là, on peut constater la dernière fois que le marché était surévalué au niveau des commodités par rapport au marché des actions, c'était en 2008. Donc c'est pour ça qu'aussi on a eu le marché des actions qui a été extrêmement performant les 10 dernières années, puisque justement il était extrêmement sous-évalué par rapport au marché des commodités. Donc là, pendant cette période-là, c'est vrai qu'on a eu l'or, par exemple, qui est monté de manière assez importante. On a eu aussi le pétrole. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est cyclique. Donc là, pour l'instant, on est dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on est dans le sens où justement, on est plus vers le bas ici. Donc on est vraiment loin du médian qui se trouve à 4,1. Donc déjà, comment dire, un renversement vers le médian déjà serait déjà une chose, donc ce qui impliquerait vraiment une surperformance des commodités par rapport au marché equity. Donc c'est pour ça que je ne m'attends pas non plus à forcément des grosses performances, hein. Donc d'ailleurs on peut le voir, vous voyez ici, lorsque on était, donc vous voyez en 70, lorsque justement c'était la même situation, et en 2000, lorsque c'était la même situation, ben, on peut constater dans le passé, justement en 2000 jusqu'à justement au pic de la surévaluation des commodités par rapport au marché, vous voyez que le marché était dans un gros range. Donc on n'a pas réussi à faire des nouveaux plus hauts pendant une grande période de temps quand même assez importante. Et il en était de même en 70. Hein. Voilà. Donc là j'avais déjà travaillé dessus il y a quelques temps. Hop. Voilà. Vous voyez ici en 70, hein, quand ça a commencé vers l'année 70, 69, 70, vous voyez, ici c'est pareil, on n'a pas eu des nouveaux plus hauts, des grosses performances au niveau du S&P 500. Donc là, il y a des potentiels à ce qu'on retrace hein, vers les derniers plus hauts, mais c'est vrai que le potentiel de hausse est quand même plus limité pour les 10 prochaines années que ça l'était les 10 dernières prochaines années. Donc voilà, donc ça c'était un petit update, mais sinon aussi on peut regarder. Là, nous sommes actuellement au mois de mars. Généralement, au mois de mars, c'est le premier à la fin du premier trimestre. Donc, on peut voir que le mois de mars, il ne se passe pas forcément grand-chose au niveau des saisonnalités. Il y a plusieurs choses qui arrivent en compte en plus au mois de mars. Il y a la fin du trimestre, il y a les arbitrages ici. On a eu beaucoup d'arbitrages par rapport à le secteur énergie, par rapport au secteur technologique, par rapport au value, par rapport au titre de croissance, on a eu vraiment comment dire, beaucoup d'arbitrages les 4 derniers mois, ce qui crée aussi de la volatilité sur les marchés puisque c'est des gros arbitrages, des rebalancements de portefeuille potentiellement pour les années à venir. Donc voilà, donc on a aussi le quadruple witching. Alors c'est vrai que ce qui est bien, c'est que dans le passé, vous voyez, au mois de mars 2020 et au mois de mars 2009, c'était aussi les quadruple witching, ça peut apaiser la volatilité puisque on repasse sur des expirations suivantes, donc ça peut apaiser un peu plus la volatilité au niveau du VIX. Donc potentiellement ça peut quand même alléger après le quadruple witching qui est la semaine prochaine, vendredi prochain, donc fin mars, on peut avoir un petit peu un allègement de la volatilité grâce justement aux expirations. Et aussi, si on suit les saisonnalités, on peut avoir potentiellement un retracement vers les derniers plus hauts. Donc, si on peut constater, vous voyez ici, les mois d'avril sont plutôt des très bons mois. Vous voyez ici, on peut le voir aussi au niveau du secteur technologique. Donc, comme je dis ici, on a eu le rebalancement potentiel les 4 derniers mois, vraiment beaucoup de rebalancing, de rééquilibrage, ce qui crée aussi plus de volatilité. D'ailleurs, on peut le voir, vous voyez par exemple si on fait par rapport au secteur technologique, hein, pardon, on peut voir que justement, vous voyez, on va faire ça dans l'autre sens, c'est mieux. Et voyons donc, je vais y arriver. Voilà. On peut voir, vous voyez ici, depuis donc décembre, on a une baisse du secteur technologique important par rapport à la performance du S&P 500. Et généralement, ça peut fragiliser le S&P 500, ça fragilise aussi le Nasdaq, puisqu'il y a des grosses pondérations du secteur technologique dans les indices majeurs, puisque c'est des titres aussi de croissance. Donc on peut voir aussi cette grosse période d'arbitrage justement entre le secteur croissance et le secteur value. Hein. Donc ça, c'est 2 ETF pour les titres de croissance et les titres de valeur. Donc le ratio, on peut voir que justement, ça a créé pas mal de volatilité. Il y a eu un transfert au niveau de ces titres-là. Et donc du coup, c'est aussi ça qui crée un peu de volatilité. Donc là, on va voir si ça va s'apaiser.
Ce qui n'est pas forcément très bon, c'est qu'ici, on a quand même fait, vous voyez ici, une cassure ici. Donc là, peut-être un retracement, mais cette cassure-là n'est pas forcément très jolie non plus. Mais à moyen terme, on peut avoir un retracement justement sur le secteur technologique, hein, puisque ça a extrêmement corrigé. D'ailleurs, si vous regardez un DTH, donc le nombre d'actions qui se trouvent au-dessus de la moyenne mobile 200 sur le Nasdaq, il n'y en a pas beaucoup, hein, 24. Et vous voyez ici, ben là justement, ça favorise des retracements, comment dire, des retracements vers les derniers plus hauts. Mais après, est-ce que ça va superformer après les nouveaux plus hauts? Ça, c'est une autre chose, hein. Comme je disais, on est en fin de cycle économique, c'est moins simple que ça l'était en début de cycle. Donc là, on peut voir qu'il y a quand même pas mal de titres qui sont quand même qui ont beaucoup baissé, et il en est de même, hein, pour le S&P 500. Un petit peu moins, puisqu'il y a moins de secteurs technologiques, mais quand même, il n'y a que 38% des composants du S&P 500 qui se trouvent au-dessus de la moyenne mobile 200. Donc, comme je disais dans mes anciennes vidéos, maintenant, j'attends vraiment une chute, si vraiment pour rajouter, renforcer. Je ne vais pas renforcer tout de suite, je vais plutôt garder du cash pour renforcer si ça baisse plus, hein, parce que moi, les bottoms exacts, je ne les connais pas. Des fois, je l'ai du premier coup, des fois, je l'ai du deuxième et des fois du troisième, hein. Malheureusement, on n'est pas forcément devin. Et je ne cherche pas non plus à l'être, surtout sur les marchés, sinon on finit par rien faire. Donc voilà, donc ça c'est une petite parenthèse, hein. Donc ça vous donne à peu près des outils par rapport au risk reward à ce niveau-là. Donc au niveau du gold, on est allé, vous voyez ici on a une grande cup and handle, hein. Donc là on a la cup et ici on a la tance, pardon. Et là, on est allé retester. Donc là, c'est normal. On est allé retester les derniers plus hauts. Donc là, petit repli. Personnellement, j'aimerais idéalement qu'on retourne vers ici pour renforcer ma position sur le gold. Même voire 1900 pour renforcer encore plus. Mais comme je disais, là actuellement, je suis plus pondérée sur le gold de manière générale pour les prochaines années que sur le S&P 500. Donc d'ailleurs, on peut voir... Voilà, puisque ici, ça démontre, vous voyez, en 80 ou en 2011, on peut voir que le gold est surévalué par rapport au S&P 500, mais ici, on reste quand même sous-évalué, donc c'est pour ça que je préserve mes positions sur le gold. Donc là, potentiellement, il y a du potentiel à renforcer lorsqu'on va se trouver vers ici. Donc j'attends, on va voir ce que le marché va vouloir nous faire. Mais voilà, au niveau du gold, je reste positif pour les prochaines années. Mais aussi à cause de ça. Donc la grande cyclicité entre les deux types d'actifs. Au niveau du Bitcoin, on va faire un rapide tour. On n'est toujours pas passé de toute manière au-dessus des 45 000. Hein. Donc je pense que le Bitcoin attend aussi la reprise technologique, hein, parce que le Bitcoin est pas mal corrélé par rapport au secteur technologique, donc titre risk on, c'est-à-dire titre avec un appétit du risque. Là aujourd'hui, cette belle hausse aussi est due par rapport à aussi la baisse du dollar, hein, parce que là le dollar a baissé, parce que la demande parce que le pétrole a baissé, donc la demande du dollar a baissé en même temps, puisqu'on a eu une forte demande de dollars pour acheter du pétrole. Et là, donc, comme l'un a baissé, l'autre a baissé, ce qui favorise aussi à acheter du Bitcoin en dollars US actuellement. Donc voilà. Mais bon, le niveau 45 000 reste prioritaire, hein, sur le Bitcoin aussi, hein. Donc reste à suivre, c'est pareil, hein, je ne suis pas là à chercher le bottom exact. Comme je disais, j'avais acheté sur cette zone de plancher ici. Maintenant, vraiment, j'attends une autre zone vers les 25 000, 27 000 pour vraiment rentrer en position. Je ne vais pas rajouter tant qu'il n'y a pas forcément là actuellement de confirmation à ce niveau-là. Je garde le cash justement. On peut regarder au niveau des saisonnalités, au niveau du Bitcoin, on peut voir que le mois d'avril c'est le meilleur mois, donc un petit peu comme le meilleur mois pour les techs, dans un ordre de 70% du temps, une fréquence de 70%, 2% de performance sur les techs, et là on peut voir 47% sur le Bitcoin. Donc le mois de mars c'est un petit peu, voilà, on attend, mais le mois d'avril est généralement plutôt un bon mois de manière générale. Donc on va voir si les saisonnalités vont respecter tout cela. Donc si c'est le cas, ben, tant mieux, hein, tant mieux pour tout le monde. On pourra avoir des retracements potentiels vers recouvrir pour aller retracer potentiellement les derniers plus hauts. Et il en est de même si les saisonnalités respectent au niveau du S&P 500. Oula.
on pourrait avoir potentiellement au moins un retracement vers les derniers plus hauts. Cependant, comme je disais, on est en fin de cycle économique, donc des catalyseurs peuvent avoir beaucoup plus d'impact que nous avons au début de cycle économique. En plus, là, au niveau de la politique monétaire, c'est pas forcément favorable. Et aussi au niveau de la politique fiscale du pays, là, que Biden va mettre en place, c'est pas forcément très favorable puisqu'il augmente les taxes non plus. Donc, ça risque d'être un peu plus difficile vraiment de faire superformer le S&P 500, mais bon, il y a quand même des points à aller chercher quand même. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et donc nous on se retrouve une prochaine fois.